Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un cours un petit peu particulier sur les émotions et les frustrations. Alors pour changer un petit peu de modalité, nous avons décidé de le faire en vidéo. J'espère qu'il vous conviendra. Bon cours à tous. Alors les émotions, c'est particulièrement difficile à définir puisqu'il y a énormément d'interrogations autour de ces concepts. Les courants théoriques ne sont pas non plus en accord de par leur penchant. Les linguistes aussi définissent les émotions en fonction de leur théorie. Et n'oublions pas aussi l'utilisation courante que la population fait de ces concepts alors qu'ils ne savent pas forcément les définir. Il y a toutefois un consensus qui a été fait par les chercheurs pour tenter quand même de trouver une définition aux émotions. Donc finalement, il y a les émotions, mais il y a aussi tout le reste que l'on verra au fur et à mesure de ces diapositives. Alors qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, une émotion est toujours liée à un événement. On parle d'émotions basales, primaires ou modales. Ce sont les plus classiques que vous connaissez. Elles sont 12 au total. Là, je vous en ai cité 6. Donc la peur, la surprise, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Elles suscitent une réaction biologique qui est innée. C'est une réaction qui peut être psychique et psychologique en fonction de la situation qui a été produite. Alors les manifestations au niveau physiologique, ça peut être une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration, du tonus musculaire, une augmentation hormonale et parfois on peut aller jusqu'à des tremblements. Au niveau psychique, il y a un éveil du cortex. Le système attentionnel va être aussi engagé dans cette réaction aux situations. Et des fois, les émotions peuvent être extrêmes et aller jusqu'à ce qu'on appelle un fouillis cérébral. La durée est relativement courte lorsque l'on parle d'émotions basales. Une émotion est contrôlée augmente le niveau de vigilance et d'investissement. A l'inverse, si elle n'est pas contrôlée, elle va envahir la personne et c'est ce que l'on peut voir chez certains individus. Cependant, on a remarqué aussi que personne n'était égal sur cette gestion des émotions. On sait par exemple que plus on va prendre de l'âge et plus on arrivera à gérer nos émotions. D'où l'importance des tout petits de leur faire parler, de leur faire exprimer ce qu'ils ressentent face à une situation. Dans ce gros chapitre sur les émotions, on parle aussi d'épisodes émotionnels. Alors les épisodes émotionnels sont vraiment plus longs que les émotions basales qu'on a vues précédemment. L'état émotionnel commence dans ces épisodes émotionnels souvent avant, il perdure évidemment pendant l'événement et après l'événement. Comme vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous, le pic de l'état émotionnel se situe vraiment pendant l'événement. Pour vous donner des exemples sur ces épisodes émotionnels, on a le deuil, les mariages, les événements de type carnaval, les commémorations, les compétitions sportives. Les sentiments, quant à eux, ont des causes, des origines vraiment plus complexes que les émotions basales. Leur durée est aussi plus longue, mais pas aussi intensive que les émotions basales. Elles sont très en lien avec l'affect que l'individu va construire sur un objet ou sur une personne. Dans les sentiments, on n'est pas obligé d'avoir les objets de construction à côté de nous. Ils peuvent être aussi des transferts ou des suppositions que l'on va faire sur un objet ou sur la personne.
Évidemment, les sentiments, quand on arrive à les identifier, ils permettent de comprendre le besoin non satisfait, par exemple, de la personne, et pourquoi pas d'y répondre. Quelques exemples, l'amour, la haine, l'angoisse. 3 autres concepts aussi sont très importants dans ce chapitre sur les émotions. Ce sont les passions, les humeurs et les affects. Les passions sont vraiment des sentiments excessifs. Parfois, ils peuvent emmener l'individu à une dépendance affective. C'est exactement le même schéma que vous avez pu voir sur le cours avec les addictions. Les humeurs, ce sont des états affectifs. Les humeurs peuvent être soit positives, soit négatives en fonction de la vie quotidienne. Prenez par exemple une carte de la météo, vous voyez que de temps en temps il y a du soleil, de temps en temps il y a de la pluie, de temps en temps il y a des nuages. Eh bien c'est exactement la même chose pour les humeurs, c'est une sorte de climat émotionnel. Les affects, quant à eux, sont un ensemble de comportements observables qui vont exprimer une émotion ou un état émotionnel. Comme vous pouvez voir en bas de ce tableau, je vous ai mis 4 petites vignettes du petit loup qui expriment des émotions, qui expriment ses affects, et on peut effectivement les observer puisque ces mimiques sont bien particulières en fonction des émotions qu'ils déclenchent. Alors je me suis amusée à aller voir un petit peu plus au niveau cérébral où se situent nos émotions. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ces 5 schémas, les émotions ne sont pas identiques. Les réseaux de neurones vont changer effectivement en fonction de si l'individu est plutôt en colère ou s'il exprime du dégoût, de la peur, de la joie ou de la tristesse. Ce que l'on peut remarquer toutefois, c'est que le cortex, donc c'est la partie extérieure du cerveau, c'est là où se situent les boules rouges sur ce schéma, est quasiment toujours activé, sauf dans le cas de la tristesse. Une autre grosse partie qui est très utilisée lorsqu'on exprime des émotions, ça va être une partie bien plus archaïque de notre cerveau qui se trouve à l'intérieur, qui concerne surtout le groupe hypothalamique. Je ne vous demande pas de connaître par cœur ce schéma, c'était simplement pour vous montrer au niveau des réseaux de neurones ce qu'il se passait à ce moment-là. Autre grande interrogation dans ces cas-là, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que sont les émotions qui sont exprimées dans l'amour? Si on fait un zoom au niveau cérébral, on peut voir que lorsqu'on a des épisodes amoureux, notre hypothalamus va être fortement activé. Alors il est activé pourquoi? Eh bien simplement, comme vous pouvez voir sur le schéma, l'hypothalamus fait partie de notre système limbique, donc plus ou moins archaïque, qui nous permet d'avoir envie de se reproduire, de trouver un partenaire. Une autre partie très importante du cerveau qui va rentrer en ligne de compte lors d'épisodes amoureux, c'est le cerveau reptilien, comme vous pouvez voir sur la deuxième découpe, le deuxième dessin du cerveau. Ce cerveau, il permet plutôt de libérer de la dopamine et il marche vraiment sur tout notre instinct de survie. Lorsqu'on fait une coupe transversale du cerveau, c'est la troisième partie de ce schéma, vous voyez ce qu'on appelle les ganglions de la base. Les ganglions de la base font partie du système limbique qui sont très en lien avec les attachements et les liens affectifs. Ces 3 systèmes sont très importants lorsqu'on parle d'amour et d'épisodes amoureux. Si on va regarder au niveau de ce que j'appelle la chimie du cerveau, des neurotransmetteurs, des hormones qui circulent, vous pouvez voir sur le premier petit dessin en haut à droite, les zones rouges, c'est ce qu'on appelle les noyaux codés.
Ils font partie du système de la récompense, tout ce qui va être déclenché de l'excitation sexuelle et du plaisir. L'aire tegmentale ventrale, elle, va libérer de la dopamine, qui va jouer sur notre système attentionnel, qui va jouer aussi sur notre motivation et sur les objectifs à atteindre. L'aire tegmentale ventrale est représentée sur ce scanner d'humain par le gros point rouge. Dans la réalité, il est un tout petit peu plus petit, mais là, je voulais vraiment que vous puissiez le cibler. Donc, tomber amoureux au niveau chimique, eh bien, ça va être surtout une augmentation de la dopamine et de la noradrénaline qui vont parfois nous donner ces états euphoriques, ce cœur qui palpite, ces papillons que l'on peut trouver, que l'on peut ressentir au niveau du ventre. Quand on tombe amoureux, on voit aussi une baisse de la sérotonine qui, elle, va jouer plutôt sur l'inhibition et la dépression. Alors, finalement, on peut se demander le rôle de l'éducation dans ce qui est de tomber amoureux, de l'environnement familial, culturel, géographique. Ce que j'aimerais que vous reteniez sur ces quelques diapositives, c'est que les émotions ont plusieurs définitions, qu'il faut être bien précis sur chacun de ces concepts. Les émotions ont toujours un lien avec les fonctions cognitives. Pour aller plus loin, et l'on verra dans la partie du cours sur les frustrations, retenez également que les émotions sont toujours liées avec une action. C'est un comportement qui va être déclenché en réponse à ces émotions. Pour aller plus loin, je vous conseille d'aller lire des documents que vous trouverez sur Internet sur la théorie des émotions, et vous pouvez aussi faire référence à la roue qui est la plus connue des émotions, qui s'appelle la roue des émotions de Pulchnik. Je vous laisse le plaisir d'aller la regarder plus en détail.